Les archives, c'est un lieu où sont classés les souvenirs des événements liés de près ou de loin avec l'entité, à travers des livres transcrivant les souvenirs des différentes personnes grâce à un artefact que l'on appelle Auris. Bienvenue dans les archives. Les archives sont une plateforme d'exploration détaillant l'histoire et les événements de Dead by Daylight. C'est à travers plusieurs tomes que des histoires nous sont transmises, nous montrant les souvenirs importants des différentes personnes parcourant le royaume de l'entité. En récupérant les différentes notes, une histoire finit par se former et vient alors compléter le lore, pour nous en apprendre plus sur ce qui les a vraiment changés, que ce soit en bien ou en mal. Bref, il existe des notes très importantes qui vont nous offrir une vision nouvelle des mondes et du royaume de l'entité. Et tout ça, raconté par un personnage emblématique de cet univers, l'Observateur. L'Observateur est probablement l'un des personnages les plus importants de Dead by Daylight. Il possède, comme je le disais, un artefact très particulier appelé Auris, avec lequel il va sonder la brume noire pour y trouver des souvenirs et des histoires qu'il va alors collecter. Avec cet appareil, il arrive à en déduire certaines choses. Il se rend compte par exemple que le brouillard est riche en particules auriques. Il apprendra par la suite à manipuler cette brume pour en tirer profit. C'est grâce à la présence de ces particules et cellules auriques qu'il suggère que l'entité est l'un des originaux, à savoir un ancien. Mais du coup, qui est vraiment l'Observateur ? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Dans l'entrée Arcus 01, il raconte avoir perdu certains souvenirs. Il ne se rappelle pas où il se trouve, ni depuis combien de temps il s'est fait bannir de son monde d'origine. Il se rappelle seulement avoir observé et étudié l'entité de façon obsessionnelle. Aujourd'hui prisonnier à l'intérieur d'un lieu qu'il aurait cherché à détruire, le royaume de l'entité. Il mentionne le fait qu'il soit retenu prisonnier dans une mystérieuse tour, ressemblant à un phare dans un sous-royaume toutefois à l'abri de l'entité. Il mentionne également qu'il n'est pas la première personne à se retrouver en captivité dans ce lieu, et que ses anciens occupants ont laissé derrière eux des journaux et notes de leurs observations. Dans l'entrée Arcus 02, en passant en revue les notes se trouvant dans cette tour, il se rend compte que ses précédents occupants avaient eux aussi une forte obsession pour l'entité et de ce qu'elle représente. Tout comme lui finalement à ce moment même. Il décide alors d'ordonner tout ce savoir, de nommer ses gribouillages Obscura, qui lui permet de reconstituer le temps qu'il passe dans ce lieu qu'il appellera la chambre de sang. À la suite de ça, dans l'entrée Obscura prisonnier inconnu, il découvrit plusieurs choses intéressantes. Environ 9 personnes se sont retrouvées prisonnières dans cette tour, et la plupart d'entre elles partageaient elles aussi un fort penchant pour le whisky, la bière, ou encore les histoires macabres. Et les quelques derniers occupants étaient simplement devenus fous, laissant seulement place à des notes absurdes, comme si elles étaient fausses, destinées à troubler le lecteur. L'entrée Arcus 293 va nous faire comprendre que l'univers est bien plus vaste et complexe que l'on pourrait l'imaginer. Grâce aux particules auriques, l'Observateur arrive à accéder aux souvenirs et mémoires de certaines victimes, avant qu'elles ne se fassent emporter par l'entité. Ces souvenirs l'aident alors à tenir bon. Il entend les musiques provenant des mondes parallèles qui l'entourent. Dans un sens, il est soulagé d'apprendre que l'entité peut récupérer ce qu'elle veut, où elle veut dans l'univers. On se rend compte à ce moment-là qu'il n'est pas question que d'un seul monde, mais d'une variété d'univers parallèles. On y retrouve d'ailleurs plusieurs souvenirs permettant d'affirmer cette théorie. C'est dans l'entrée Arcus 2903 que l'on découvre que l'Observateur peut récupérer des éléments à travers la faille. Il a par exemple bu du lait de Terra 728, écouté une émission de radio de Terra 232, ou découvert une nouvelle version de Dan's Inferno provenant d'un autre Terra. On peut alors supposer qu'il existe une quantité infinie de Terra avec à chaque fois leur lot d'histoires et de récits, signifiant qu'il s'agit d'autres dimensions de la même planète. Il existe d'ailleurs diverses entrées racontant certaines histoires provenant de ces Terra contenues dans les archives. C'est à force d'explorer l'Auris pendant cette même période qu'il découvre dans les souvenirs d'une certaine survivante qu'un culte pour l'entité existe, appelé le Sombre Vallon, qui se trouve être potentiellement le monde d'origine de Vigo. Ces souvenirs, on l'apprendra bien plus tard, appartiennent à Elodie Rakoto. Et en parlant de Vigo, l'Observateur semble l'avoir aperçu à travers une brèche dans l'entrée Arcus 632, manifestant la réalité au sein de l'entité à travers un artefact lui rappelant l'Auris, ce qui va lui permettre de comprendre comment Vigo a réussi à concevoir toutes ses inventions. Dans l'entrée Arcus 7547, l'Observateur, à travers un verre de sa boisson préférée, le whisky, parle de ses rêves d'autres lieux. Le rêve d'une maison entourée d'amis et d'une famille profitant du temps qui passe. Mais où se trouve cet endroit exactement ? C'est ce que l'on peut apprendre de l'entrée Arcus 182. On y apprend alors le nom du royaume dans lequel l'Observateur a vécu.
J'ai découvert des structures dans les royaumes de l'entité qui me rappellent mon monde. Il se peut que d'autres de Terra Primus se soient retrouvés bloqués dans l'entité. Ces survivants pourraient savoir comment me libérer de cette tour et probablement comment fuir cette dimension infernale. À ma connaissance, nous étions l'un des premiers mondes à tenter de résoudre ces grands mystères cosmiques et à prouver que les planètes et les systèmes solaires étaient vivants. Ces découvertes menèrent à un changement de paradigme total qui libérera notre capacité à voyager d'une dimension à l'autre. Là où nous pensions autrefois que notre savoir était absolu, ces découvertes nous montrèrent combien nous en savions peu sur le monde. On sait à présent que l'observateur vient de Terra Primus, qui, traduit du latin, signifie « la première terre », nom que lui et son peuple lui ont donné puisqu'ils étaient les premiers à découvrir l'existence des différents terras. Dans l'entrée Arcus 1118, il explique que lui et son peuple ont été empreints d'une grande arrogance d'avoir pu concevoir qu'ils pouvaient définir et décrire ce qu'étaient ces entités cosmiques. Il pensait avoir compris la plupart des choses, alors qu'en réalité, il n'avait effleuré que la surface. On comprend alors que celui-ci faisait partie d'un conseil, probablement lié aux Célestes, qui devait donc être capable de voyager entre les royaumes et avoir été les premiers à accomplir cet exploit. L'observateur aurait souhaité vanter les mérites de Loris auprès du conseil, mais n'ayant aucune explication vérifiable de son fonctionnement et seulement des théories, il n'aura jamais eu l'occasion d'en parler véritablement. Selon lui, Loris fonctionne sur la base du trinitaire de la création, un concept oublié à travers les âges qui suggère simplement qu'il suffit de deux choses pour en créer une troisième. C'est de là que réside la meilleure théorie de Loris et de sa capacité à concevoir les particules auriques. Dans l'entrée Arcus 7456, on apprend les raisons pour lesquelles l'observateur archive absolument tout ce qu'il trouve. Une des raisons à cela est qu'une part de lui a peur de se perdre, lui et ses souvenirs, dans le néant. Un moyen pour lui de laisser une trace si jamais il venait à disparaître, espérant que celle-ci tombe entre les mains d'une personne pouvant stopper l'entité si lui ne le pourrait pas. C'est avec l'entrée Arcus 987 qu'un nouvel espoir va naître. Il reçut d'un allié inconnu une sorte d'énergie lumineuse, lui ouvrant une fenêtre sur un royaume perdu, rempli de survivants vivant une vie ordinaire, loin de toute souffrance. Pensant d'abord à une illusion, il fut une seconde fois projeté dans une de ces poussées d'énergie le même soir. Il entrevoit alors la possibilité de trouver des réponses à son salut parmi ces étranges lumières. Un salut dans lequel l'entité n'existerait plus, où tout le monde vivrait en paix. Dans l'entrée Arcus 3212, il y voit à travers une fenêtre la présence d'une lumière étrange, similaire à cette énergie qu'il a pu apercevoir auparavant. Elle brille, comme un signe pour lui indiquer sa présence. Malheureusement, toujours prisonnier de la tour, l'observateur ne pourra pas s'en approcher davantage. Il ne peut faire venir les choses à lui que depuis Loris. Dans l'entrée Arcus 968, des marques étranges et lumineuses font leur apparition dans les épreuves, aidant l'observateur à étudier les failles avec plus de facilité. Est-ce que ces lueurs ne seraient finalement pas les glyphes avec lesquels les survivants et tueurs interagissent? Ce qui est certain, c'est que quelqu'un essaye d'entrer en contact avec lui, trouvant des astuces pour attirer son attention, lui faire comprendre qu'il n'est pas le seul à pouvoir se manifester au sein de l'entité. Pourtant, la connaissance des dimensions vivantes et des anciens est une connaissance que peu ont développée à travers l'omnivers. Cette présence, elle va se manifester plusieurs fois, parfois même de manière très étonnante, comme dans l'entrée Arcus 129. Un coup à la porte, et une invitation fixée à une bouteille de whisky m'attendait au pied de la porte. Je me suis agenouillé pour examiner l'invitation. Vous êtes cordialement invité à l'anniversaire de l'entité. L'entité a un anniversaire? Je suis en train de perdre la tête. Tout contact avec la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une sorte de blague d'une des âmes abandonnées? Et là, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête, dont la première. C'est quoi ce bordel? Je suis le seul à avoir du mal à imaginer l'entité organiser une grosse soirée là? Hey! Comment il va, grand chef? Dis-moi, tu serais pas chaud de venir à la petite fête là? Il y a tous les tueurs qui sont là et la harpie Mama, elle nous a préparé un de ces gâteaux Dwight là, tu m'en diras des nouvelles. Bon, je sais que voilà, il y a eu des petites embrouilles avec les tueurs dans le passé, encore tout à l'heure d'ailleurs. Mais voilà, tout ça c'est du passé. Eh dis donc, sympa ton plâtre, c'est un nouveau cosmétique? Elle était pas mal celle-là. Ouais. Attends, laisse-moi signer ça. Voilà, je crois que j'ai pas fait de faute. Alors, on est-il pas bien là maintenant? C'était pas vraiment à ça que je pensais. Bref, pour en revenir au sujet, qui est cet inconnu et est-il le seul à vraiment pouvoir s'approcher de la tour?
L'entrée Arcus 223 nous en apprend un peu plus. Il sent, ou plutôt ressent, une présence étrange invisible, entendant la respiration laborieuse des tueurs à l'extérieur de sa prison. Il se demande alors si l'entité ait conscience de sa présence. Pour une quelconque raison, il semble être protégé de l'entité, protégé de son regard. Est-il pour autant à l'abri de tout danger? Dans l'entrée Arcus 7294, l'observateur se réveille trempé de sang. En touchant son front, il remarque une entaille profonde. En regardant près de son lit, il y découvre un monticule violet de chair et de sang qu'il finira par jeter de sa fenêtre dans l'abîme d'où il provenait. À partir de là, il ne fait plus aucun doute que l'entité ait connaissance de la présence de l'observateur. Ça ne sera d'ailleurs pas la seule fois où l'observateur se fera attaquer. Dans l'entrée Arcus 8557, il est de nouveau confronté à cette situation. Des créatures ressemblant à des calamars se seraient introduits dans la tour, essayant de détruire ses études et outils d'exploration et de manifestation. Se faisant submerger, l'observateur se serait muni de quelques objets de valeur et de loris pour s'enfuir dans un royaume perdu. À son retour, tout était sans dessus-dessous, laissant son bureau complètement saccagé. Les créatures étaient toujours là, mortes, en décomposition. On comprend alors que l'observateur peut ouvrir des portes temporairement pour voyager de lui-même dans notre royaume. C'est en tout cas ce que l'on peut comprendre dans l'entrée Arcus 1007. Une nouvelle porte s'est ouverte. Pour combien de temps ? Je n'en suis pas sûr et jusqu'à présent, je me suis toujours trompé. Au-delà de la porte que j'étudie, un royaume perdu et oublié. Des maisons de pierre couvertes de mousse aux portes barricadées par des chariots, des planches de bois et des cadavres en décomposition accrochés à du fil de fer barbelé. Je passe à côté des maisons observant les souvenirs résiduels de soldats tuant des villageois à l'épée par pur plaisir. Je ne parviens pas à déterminer l'air ou la terre de ce royaume. Je fouille le royaume à la recherche d'indices pour découvrir comment ouvrir la porte pour rentrer. Quelque part dans ces souvenirs et ces royaumes oubliés se trouve mon salut. Mais dans lesquels ? En écoutant l'observateur, il semblerait que les différents mondes Terra ne soient pas figés dans le temps. C'est en lisant davantage ces notes que l'on peut recueillir des informations et des histoires plutôt surprenantes, comme celle dans l'entrée Chambre de sang, Messagère de l'enfer, Les yeux du mal, 115. Il découvre des souvenirs de plusieurs personnes. Un groupe, ou plutôt une famille, tenant des podcasts d'horreur appelés les Messagères de l'enfer, se spécialisant dans les phénomènes surnaturels comme les chevauchements. Les chevauchements, c'est le nom que donnerait une certaine Adi, puisque d'aussi loin qu'elle se souvienne, est capable d'entendre et de percevoir des choses au-delà du voile depuis la disparition de ses parents dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 5 ans. C'est en faisant la rencontre de sa nouvelle famille franco-canadienne qu'elle va se lier à Jordan, son demi-frère plus âgé. En grandissant, ils décidèrent de créer une série web qui connaîtra un certain succès et vont par la suite faire la découverte de plusieurs choses. L'oncle et producteur de la famille, un certain Stéphane, toujours à la recherche de nouveaux sujets d'histoire, va faire la découverte d'un lieu nommé le site du massacre, dans lequel il va envoyer Adi et son frère Jordan afin d'en apprendre un peu plus. C'est dans ce qui semblerait être une grotte qu'Adi va utiliser son pouvoir pour absorber des informations afin de comprendre et de visualiser ce qu'il s'est réellement passé dans ce lieu. À travers sa vision, elle vit un combat entre des soldats britanniques et des thugs. Alors non, pas ce genre de thugs, mais bel et bien des rebelles dans lesquels l'affrontement se termina sur un massacre. Son attention se tourna vers un des rebelles tentant de fuir les soldats britanniques, un objet à la main. En essayant de suivre sa vision, elle finit par découvrir une scène dépassant l'entendement. Une créature indiscernable était en train de déchiqueter les soldats un par un. Après avoir tué chacun d'entre eux, elle attrapa le rebelle qui lâcha l'étrange relique au sol et qui finit par se faire emporter par la créature dans un tunnel plus sombre qui aboutissait à son garde-manger. En revenant à la réalité, Adi et son frère étaient encerclés par quelques mystérieux étrangers qui les avaient suivis. Ces ravisseurs en avaient après la relique et semblaient être au courant des événements étranges liés au chevauchement qu'ils appelaient eux la pliure. Forcée à fouiller dans les ossements, Adi trouve un morceau de colonne dentelée qu'elle glissa discrètement à Jordan. C'est à ce même moment que le meneur de ce groupe se retrouve face à une créature dégoûtante couverte de douzaines de yeux. En un instant, la créature saisit le chef de ce groupe avant de l'entraîner dans sa tanière. Dans la panique, les autres ravisseurs trébuchèrent, tirant bêtement dans l'obscurité. Adi s'empara d'une lampe de poche à terre et prit la fuite avec son frère. Poursuivis par l'étrange créature, ils réussirent à s'échapper de justesse de la grotte tandis que la créature percutait une barrière invisible. C'est en voyant la créature les observer de loin, qui finit par faire demi-tour dans la cave, qu'Adi commença son nouveau podcast. Dans l'entrée, déclaration de survivants, Sean Dint, on découvre l'histoire d'auditeurs des Messagères de l'enfer qui apprennent la vérité derrière ces fameux podcasts.
Ces histoires étaient en réalité des codes visant à transmettre des coordonnées de lieux où il pensait que les fantômes apparaissaient. Ne croyant pas aux phénomènes surnaturels, Sean Dint et ses amis Adrien, Mia, Tina et Bill décident d'aller vérifier un de ces lieux proches de leur position. Arrivant sur place, ils découvrent un asile abandonné, l'asile de Crotus Prain. En avançant dans ces lieux en ruine, ils remarquèrent une sorte de brume noire étrange. Et à ce moment-là, ils virent apparaître une silhouette, celle d'un samouraï géant portant un masque de démon, le Oni. Au moment où ils ont croisé son chemin, il était déjà trop tard. Sans vraiment comprendre ce qu'il se passait, Sean vit une tête volée et roulée à terre, celle de son amie Mia. Il ne fallut pas beaucoup plus de temps pour que la petite bande se retrouve décimée par ce démon. C'est en rampant hors de la brume que Sean, seul survivant, se rendit compte que cette chose ne pouvait pas la suivre. C'est un peu plus tard que la police arriva sur les lieux. Malheureusement, la brume avait, elle, disparu. L'entrée Arcus 1.3 nous apprend quelque chose de nouveau. En faisant des recherches à travers les souvenirs d'Adi et de son frère Jordan, on apprend que le phénomène des chevauchements porte un nom différent selon les histoires et les dimensions, comme par exemple le Boro, le ressort ou encore la saignée. Et ça ne s'arrête pas là. Adi et Jordan de Terra 717, Hayley et Jaden de Terra 1315, ou encore Anna et Justin de Terra 238 ont tous quelque chose en commun. Ils sont tous frères et sœurs et tiennent également une série web intitulée Les Messagères de l'Enfer. Mais comment est-ce possible? La réponse est simple et complexe à la fois. Il existe une interprétation différente des lieux, des événements ou des personnages dans chaque Terra. Chaque Terra a donc sa propre réalité et son histoire qui diffèrent l'une de l'autre. On peut prendre par exemple le Terra de Resident Evil. Les événements qui se déroulent sur ce Terra ne sont probablement jamais arrivés sur d'autres Terra et ont influencé ces réalités alternatives. C'est pour cette raison que Feng et Félix ont respectivement un cosplay de Chris et Jill, qui imaginent alors ces événements comme un simple jeu vidéo. Pour en revenir à ce qu'on disait plus tôt, Adi et Jordan de Terra 717 n'ont simplement pas le même prénom selon les différents Terra, le seul indice restant leurs initiales similaires à leur nom d'origine. C'est d'ailleurs un point important qui va nous permettre de comprendre certaines choses et nous ouvrir de nouvelles portes. Chaque personnage est connecté à une version différente d'elle-même à travers l'omnivers, rendant la tâche difficile pour l'observateur de déterminer de quel Terra proviennent les individus emportés, comme on peut le voir dans un de ses souvenirs avec Yui Kimura. Dans ce monde de contradictions présent, passé et futur, la route que prennent ces différents personnages mène à différentes possibilités. Dans un des tomes, on peut y voir plusieurs Yui mortes, qui ont tenté de suivre des voies différentes, parfois même en devenant elles-mêmes une tueuse. Ces réalités divergentes nous apprennent alors d'où peuvent provenir les cosmétiques des personnages, puisque les survivants et tueurs peuvent matérialiser certaines choses à travers leurs rêves grâce aux particules de cellules d'aura contenues dans la brume. On peut alors imaginer que leurs mémoires et souvenirs se mélangent depuis les différentes réalités comme expliqué plus tôt. Le doigt que l'on incarne dans le jeu possède par exemple différentes tenues reliées à son travail, mais chacune de ces tenues l'expose pourtant à des métiers différents. Une tenue nommée Monsieur Elf provenant d'un job à mi-temps dans une grande surface, une tenue livreur de pizza, une tenue le super préposé à la pompe, pour son métier de pompiste j'imagine, et bien d'autres encore. On remarque qu'il existe également des tenues similaires avec la même description mais sous différentes couleurs, ce qui pourrait simplement expliquer qu'il a travaillé parfois au même endroit mais dans d'autres univers. Le dress code utilise alors des couleurs différentes. Pour en revenir aux particules de cellules d'aura, il faut savoir qu'elles composent tout ce qui se manifeste dans les royaumes. De la même façon, certains accessoires irisés ont été forgés et imprégnés à partir de cette même brume qui permet d'amplifier le pouvoir des tueurs. Même au-delà des personnages, les royaumes sont également formés par ces particules auriques qui utilisent les souvenirs pour recréer ces lieux. C'est pour cette raison que certains éléments diffèrent d'une interprétation à l'autre d'un même lieu à chaque nouvelle génération, puisque les royaumes ne coexistent pas en permanence et sont plutôt créés lorsque besoin s'en fait. La source de ces lieux se trouve dans la cave, qui est considérée comme une poche entre les mondes, expliquant la lumière et sons étranges et torturés pouvant être entendus là-bas. Si l'observateur a réussi l'exploit de maîtriser la brume avec Loris, il n'en serait en réalité pas le seul. Une autre personne que j'ai mentionnée plus tôt est elle aussi capable de maîtriser cette brume. Cette personne, c'est Vigo. On ne connaît que très peu de choses sur Vigo. On pense cependant qu'il s'est fait emporter par l'entité dans les années 1800. C'était un inventeur et un chercheur qui a longtemps étudié l'entité. Il a alors compris comment fonctionnait la brume et a pu concevoir certains éléments grâce aux particules auriques à l'aide d'un artefact ressemblant à Loris. Ce serait lui qui serait à l'origine de la création de plusieurs éléments dans les épreuves. Il aurait conçu la trappe par laquelle les survivants s'échappent, mais également des éléments que les survivants peuvent utiliser comme certaines offrandes. La carte arc-en-ciel, qui est à la base une expérience ratée qui devait lui servir à s'échapper du royaume de l'entité, ou encore la boîte à outils de l'ingénieur. À ne pas confondre cependant avec la boîte à outils d'Alex, un autre survivant spécialisé dans les sabotages et qui aurait été revu bien plus tard après avoir découvert une pièce remplie de masses qui semble avoir été fabriquée par une certaine Isabelle. Surnommée aussi la créatrice folle, de par ses troubles de la personnalité,
qui est à l'origine des masques conçus pour l'événement Mascarade Pervertie. Pour en revenir à Vigo, il aurait été jeté dans le néant par l'entité, un sous-royaume qui est l'équivalent des limbes dans laquelle sont jetés les tueurs et survivants, drainés de toute émotion et qui restent piégés dans ce lieu à tout jamais. Vigo va alors réussir l'exploit de sortir de cet endroit grâce à une fleur dont il aurait extrait le sérum. C'est à ce même moment qu'il va faire la rencontre d'un autre alchimiste qui aurait été lui aussi piégé dans cet endroit, un certain Talbot Grims, avant que celui-ci ne devienne bien plus tard le fléau. C'est à travers les recherches de Vigo que l'on apprend que l'entité doit subir une purge chaque année, durant laquelle l'entité est infestée par une sorte de fléau. Selon Vigo, cette anomalie se manifesterait sous la forme d'ulcères, apparaissant à travers les royaumes donnant naissance à des pustules, une fleur qui répand un nectar putride similaire à ce qui se trouve dans le néant. Il est possible qu'en raison de sa biologie hypothétique, que l'entité soit, en son sein, un organisme semblable à une plante puisque le fléau est un symptôme que l'on trouve couramment chez les plantes affectées par un organisme pathogène. Un survivant aurait par la suite alors trouvé son laboratoire secret et son journal de recherche, ainsi que plusieurs informations concernant les pustules. Blessé par les tueurs et au seuil de la mort, le survivant aurait tenté des expériences en suivant le journal avec le sérum sur un rongeur mort qu'il aurait trouvé. Résultant d'une terrible erreur, le rongeur se serait réveillé d'entre les morts et l'aurait subitement mordu au niveau de sa blessure. Après avoir perdu connaissance, le survivant se serait réveillé en poussant un terrible cri, attirant au passage un de ses assaillants. Après une longue lutte, il réussit à projeter son bureau contre le mur, se rendant compte alors de l'accroissement des prouesses physiques que le sérum putride peut provoquer chez les personnes qui s'en seraient injectées. Il décide alors d'enchaîner son agresseur dans la cave afin d'expérimenter ses nouvelles connaissances. Après avoir administré un important dosage, l'effet du sérum fait son effet, et le tueur finit par se libérer, transformant au passage son apparence. Il tenta alors l'expérience sur de nouveaux corrompus qu'il enchaîna une nouvelle fois pour continuer ses recherches, mais ce fut encore un échec. Sentant que le mal le rongeait, il finit par perdre pied et hurler le nom de Vigo, sans se soucier des monstres qui rôdaient aux alentours. Souffrant terriblement, il finit par attirer le mal ancien, l'entité, qui finit alors par le transformer, devenant ainsi le fléau. Pour ce qui est de Vigo, il semblerait qu'il soit toujours quelque part, perdu dans le royaume. Il n'est cependant pas la seule personne à avoir laissé des notes dans la brume et à avoir compris certains éléments. Cette autre personne, c'est Benedict Baker. Benedict Baker aurait recherché activement le royaume de l'entité pour en comprendre ses mécanismes lors de l'été 1956, après avoir entendu parler de disparitions étranges de plus de 364 personnes dans la ville de Wesk. En cherchant des informations dans la ville de Weatherfield, il découvrit avec les quelques éléments qu'il avait sur la main que tout le ramenait à un seul endroit, le domaine Macmillan. C'est en enquêtant sur ce lieu qu'il disparut à son tour, se retrouvant alors en plein milieu d'une forêt dans laquelle il ne fait ni jour ni nuit. La seule chose que Benedict Baker se dit à ce moment-là, c'est de continuer à noter tout ce qui pourrait être utile dans son journal pour aider d'autres personnes se retrouvant dans la même situation. Il aurait tenté de s'échapper de la brume à plusieurs reprises. Cependant, chacun de ses pas le ramenait au point de départ. C'est aussi à cet instant-là qu'il aperçut pour la première fois l'entité. Tout ce qu'il veut désormais, c'est retourner près du feu de camp qu'il considère comme son havre de paix. C'est dans ce lieu qu'il se sent le mieux. Un agréable sentiment de calme l'envahit et parfois le plonge dans un sommeil sans rêve. C'est dans son sommeil qu'il aperçoit un nouvel espace, entre la réalité et l'abstraction. Ce lieu, il l'appelle la toile. Dans les dernières pages, il y donne des conseils pour les survivants, des mots pleins d'espoir. C'est ainsi qu'il décide de terminer son journal pour se concentrer désormais sur sa survie. Bref, pour en revenir à ce qu'on disait, l'observateur s'intéresse de très près aux aventures d'Adi et espère trouver une brèche dans ses vrais souvenirs afin de trouver un moyen de s'échapper à travers les chevauchements. C'est d'ailleurs encore plus tard que nous retrouvons Adi et son frère Jordan dans plusieurs récits des chambres de sang. On apprend que dans certains récits, ils auraient fait face à des vampires. Dans d'autres, ils auraient été amenés à plusieurs reprises à faire face au culte de l'entité. Ce culte fonderait leur croyance dans une divinité ancienne qui aiderait un jour l'humanité à évoluer vers un autre plan d'existence. Cette organisation serait présente dans diverses réalités sous différents noms. Le Sombre Vallon ou encore la Société du Serpent Noir. On pense que ce culte proviendrait possiblement de la période babylonienne après qu'Adiris, à savoir l'épidémie, se soit fait emporter par l'entité. Son influence est tellement grande qu'elle aurait contrôlé des gouvernements et opéré en tant qu'entreprise multinationale. Ce culte est connu pour ses sacrifices humains, ses rituels occultes et ses expériences cruelles. Ils auraient également la connaissance des chevauchements, dans lequel ils auraient envoyé des messages codés par le biais de stations de signalisation pour communiquer avec d'autres membres à travers le monde. Jonah Vasquez, un génie des mathématiques, va découvrir la vérité qui se cache derrière le voile. Déjà très jeune, Jonas présentait des signes de son génie. C'était un garçon normal avec quelques amis qui étaient passionnés de baseball et avait un profond intérêt pour les civilisations anciennes. Il avait un don, celui de comprendre les équations complexes qui affectaient constamment l'univers, la physique.
Le jour de son 16e anniversaire, il reçut une carte anonyme. Elle ne contenait rien d'autre que des numéros. C'était une énigme qui semblait pourtant bien différente de celle qu'il avait connue. Bien qu'il ait reconnu immédiatement les coordonnées GPS qui le mèneraient dans une location au Chili, les autres numéros ne lui disaient rien. Chacune de ses tentatives s'était soldée par un échec. Avec le temps, il finira par abandonner, pensant que le code contenait une erreur. Après avoir obtenu son diplôme à l'université, il fut engagé comme décrypteur par la CIA. Pour son premier jour, il découvrit des numéros semblables à ceux des années passées. Il se replongea dans le puzzle pour découvrir que même après toutes ces années d'expérience, il ne pouvait en tirer aucune nouvelle information. Jonas dédia son temps au déchiffrage des codes, en partie par pure fascination. Ces déchiffrages, qui avaient commencé par des stations émettrices, le mena à quelque chose d'encore plus déconcertant, des podcasts d'horreur. Des codes étaient dissimulés au sein des histoires d'épouvante autour d'un feu de camp et autres contes de tueurs en série du monde entier. Cachés dans le code se trouvaient des informations sur un réseau de personnes puissantes, travaillant toutes dans un but qu'il ignorait. Il y avait des discussions traitant d'invocation et de renaissance, mais aussi de sacrifices et de chasse. Jonas considéra que la plupart n'étaient que des fausses pistes destinées à le tromper. Tard cette nuit, il analysa un nouveau code, cette fois dissimulé dans une histoire de vampire. En faisant plus de recherches, en se connectant à la base de données de la CIA, il obtient une référence concernant l'historique de cette localisation. Une affaire non résolue dans laquelle des cadavres avaient été découverts dans la zone. Des corps dévorés par des centaines de corbeaux. Jonas ne pouvait pas laisser le mystère continuer davantage. Les nombres l'avaient suivi toute sa vie, et il était lui aussi prêt à les suivre. Sachant pertinemment que son responsable ne lui autoriserait pas, il réserva un billet pour le Chili sans en informer personne. L'heure était venue de voir ce que ses coordonnées avaient de si spécial. Moins de 24 heures après, il arriva aux coordonnées en question. Il se retrouva sous un soleil de plomb, debout, dans un cimetière d'une ville fantôme. Il analysa de nouveau le code selon sa propre expérience et sa vision du monde. Il remarqua alors qu'il avait négligé tant d'éléments. Pris d'une dévotion effrénée, il étudia ce que les noms pouvaient signifier dans d'autres cultures. Les mesures de l'Égypte ancienne, les devises perses et les calendriers antiques. C'est alors qu'il comprit. Il fit le tour de ses connaissances sur les civilisations anciennes avant d'en arriver au calendrier tanirien, assimilant les nombres à des dates. Il en convertit la première moitié au calendrier grégorien, mais il n'était pas prêt pour le numéro obtenu, son propre anniversaire. Il calcula alors rapidement les nombres restants et obtint une nouvelle date, celle du jour présent. Le code, il faisait référence à Jonas, à cet emplacement et à cet instant précis. Ses mains se mirent à trembler. Faisait-il partie d'une sorte de prophétie ou quelqu'un l'avait-il guidé sur ce chemin? Il n'en savait rien. Pour une fois, les nombres n'avaient plus de sens. Pris dans ses pensées, il ne remarqua pas la brume noire qui émanait de l'herbe et qui avançait doucement vers lui, avant de le recouvrir complètement. Un autre exemple concerne Carmina Mora, alias l'artiste, qui peignait sans le savoir des tableaux liés à des événements catastrophiques se produisant dans d'autres réalités. Elle aurait alors attiré l'attention du culte. Bien décidée à les exposer, elle peignit une fresque géante critiquant leur corruption. Après avoir reçu des menaces de mort, elle décida de s'enfuir dans la maison de son père, mettant au passage ses amis les plus proches à l'abri. Malheureusement, le même soir, un groupe d'hommes masqués et armés entrèrent par effraction, enlevant Carmina et ses amis avant de les jeter dans un fourgon et de prendre la route jusqu'à un désert. Un homme vêtu d'une longue robe et au visage dissimulé s'approcha, trancha alors les mains de l'artiste avant de faire la même chose avec sa langue. Dans son plus grand désespoir, Carmina se mit à hurler. Un torrent de corbeaux émergea soudainement des nuages, plongeant sur l'homme à capuche avant de le déchiqueter. Carmina souriait face à cet art surréaliste qui prenait vie. Ce fut malheureusement de courte durée. Les corbeaux étaient incontrôlables. Ils finirent par attaquer ses amis ligotés. L'obscurité s'abattit soudainement sur ses yeux, tandis que le cri d'agonie de ses amis se faisait plus perçant. Elle finit alors par se faire envelopper par la brume noire. C'est dans l'entrée Arcus 2.7 que les histoires incluant Hadi et Jordan se terminent, de par la disparition de l'un des deux, emporté par l'entité dépendamment du monde dans lequel il se trouve. Il existe donc plusieurs Jordan et plusieurs Hadi qui seraient coincés dans les royaumes de l'entité, ce qui pourrait expliquer l'apparition de plusieurs mêmes personnages dans les épreuves. Dans l'entrée Chambre de sang, la grue rouge, voile de sang 1 et 2, on y découvre une certaine Saku, qui, en quête de vengeance après la disparition de sa sœur tuée par le Oni, va avoir une étrange surprise. Retrouvant sa trace dans les chevauchements, elle va de nouveau lui faire face. En plein combat, le Oni va faire tomber le sac qu'il transportait dans lequel des dizaines de têtes vont rouler jusqu'au pied de Saku. Elle va alors découvrir l'horreur. Les têtes se trouvant dans son sac portaient tous son visage. Désemparée, Saku va quand même réussir à couper le bras du Oni avant de voir celui-ci se reformer à l'aide de la brume. Saku comprend qu'elle ne peut pas gagner. Elle décide alors de s'enfuir, s'échappant de justesse des chevauchements. Cette entrée explique pourquoi les survivants ne prennent pas la peine de se défendre dans les épreuves contre les tueurs, puisqu'ils peuvent simplement se régénérer à leur guise à l'aide de la brume. Dans les entrées Terra Arachna 1-5,
On y aperçoit un de ces mondes ayant sombré dans le chaos à travers une radio de Fall City. Dans cet univers, ils pensent subir une attaque terroriste biologique, avant de se rendre très vite compte qu'ils ont affaire à des araignées. La radio va leur tenter de transmettre un maximum d'informations sur la situation. Des rapports indiquent que des phénomènes similaires ont lieu dans d'autres pays et villes du monde entier. Des araignées de toute taille envahissent progressivement le monde, tuant tout sur son passage jusqu'à atteindre la radio en question. On peut d'ailleurs y apercevoir le Ethan, alias le piégeur, de cette autre réalité combattant une de ces araignées, puisque dans ce monde-ci, il ne s'est jamais fait enlever ni corrompu par l'entité. Une autre chose que l'on remarque, c'est la façon dont l'observateur découvre un comic book racontant justement les événements qui allaient se passer sur Terra Arachna, probablement inspiré par un souvenir d'une personne d'une autre réalité ayant vécu les événements tragiques de ce monde sans forcément s'en rendre compte. On en apprend d'ailleurs plus sur ce qu'est devenu ce Terra à travers l'analyse de l'observateur. Dans l'entrée Arcus 2921, il dit avoir été le témoin de la chute de ce monde au griffe de ces créatures, des monstres probablement envoyés par l'entité. Il raconte également que ce n'est pas la première fois que cela arrive, que d'autres civilisations se sont déjà effondrées auparavant. Certaines pour cause naturelle, d'autres ont bénéficié d'un petit coup de pouce de l'entité, qui prend alors son temps pour se délecter des âmes tourmentées dans son concept de destruction. Selon l'observateur, ce serait une forme d'art pour l'entité dans laquelle celle-ci se complaît. L'entité proviendrait justement d'un de ces mondes appelés Terra Dark. Afin d'éviter l'apparition de plusieurs de ces créatures, l'observateur va alors dessiner des symboles pour bloquer le portail. Les bruits vont cependant bien plus tard le perturber dans son sommeil, le forçant à vérifier l'apparition d'autres portails à l'extérieur de sa tour. Il va alors se rendre compte que quelque chose y est dissimulé. En avançant dans l'histoire, on comprend qu'en ouvrant des portails, l'observateur s'expose au danger, la menace grandissant au fur et à mesure des notes, des histoires et des récits. Dans l'entrée Arcus 8542, l'observateur aperçoit des créatures se déplaçant dans la brume, l'épiant sans toutefois l'attaquer. Ces créatures semblent être de plus en plus nombreuses, montrant que l'entité gagne encore en puissance. L'observateur, conscient de leur présence, s'est lui-même préparé au combat contre celles-ci. Ces créatures, il les aurait nommées les créatures de la brume. Il va alors se faire attaquer par l'une de ces choses pendant l'une de ses occupations habituelles, le golf. Muni de son fer neuf, l'observateur va se défendre contre la créature et finir par la repousser. Mais malheureusement, l'entité semble vouloir se débarrasser une fois pour toutes de l'observateur. Il constituerait alors lui et ses archives une menace et un danger pour celle-ci. Un peu plus tard, c'est en revenant dans sa tour, fatigué et blessé après une lutte acharnée, que l'on retrouve l'observateur, une bouteille de whisky à la main. Il n'avait jusque-là jamais été confronté à une telle attaque. En revenant dans les archives, il va alors faire face une nouvelle fois à l'horreur. Des créatures étaient là, elles semblaient attendre le retour de l'observateur comme si tout cela avait été anticipé. Sous l'effroi de la situation, l'observateur lâcha sa bouteille. Elles se rapprochèrent alors lentement de l'observateur, terrorisé et affaibli. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu'est devenu l'observateur. Est-ce que l'histoire s'arrête là pour autant ? Pas vraiment. C'est dans l'entrée, année 7, jour 189, que l'on va faire la rencontre de plusieurs nouveaux personnages. Parcourant l'immensité de la brume, ils auraient fait une découverte étonnante. Une immense tour ressemblant à un phare se serait dressée devant eux, comme un repère dans la nuit qui les inviterait à entrer. C'est en fouillant ce lieu qu'ils déduirent que la tour avait autrefois été habitée. La seule image claire du précédent occupant laissait à penser qu'il aimait le whisky et le golf et qu'il tenait des journaux détaillés de cette dimension. C'est en s'installant ici que ce groupe a décidé d'appeler ce lieu la maison d'Arkham. Mais avec tout ça, est-ce qu'on ne se serait pas induit en erreur ? Les réalités alternatives, les événements passés et futurs, la complexité du multivers et des différents royaumes, est-ce qu'on ne se serait pas trompé sur le début de l'histoire ? Le début de l'histoire de l'observateur. Au commencement, on savait qu'il existait d'autres occupants dans la tour, mais le dernier en date retrouvé mort avait une apparence plutôt familière. Est-ce que ça ne serait pas l'observateur ? Mais alors, qui est la seconde personne ? Est-ce vraiment le temps qui aurait transformé physiquement l'observateur au fur et à mesure de son histoire ? Est-ce qu'un second observateur ne serait-il finalement pas arrivé en cours de route après le meurtre de son prédécesseur par les créatures de la brume ? Si c'est le cas, l'observateur actuel aurait disparu après l'attaque d'une des créatures provenant de Terra Arachna, laissant la tour vide pendant plusieurs années avant l'apparition de nouveaux habitants. Il reste encore aujourd'hui bien des mystères et des récits à découvrir à travers la brume. Que nous réserve la maison d'Arkham ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais quand le moment sera venu, je serai là pour vous la raconter.